Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sur scène, Nicolás Maduro agite triomphant un immense drapeau vénézuélien. Nous sommes le 10 janvier à Caracas et le successeur d'Hugo Chavez vient de prêter serment pour un 3e mandat de 6 ans. Cette cérémonie d'investiture a largement été boycottée par les dirigeants internationaux. L'opposition, elle, l'a qualifiée de coup d'État. L'homme fort du Venezuela a longtemps incarné les espoirs populaires, mais aujourd'hui, il symbolise l'autoritarisme en dirigeant ce pays pétrolier d'Amérique du Sud d'une main de fer, selon les organisations de défense des droits humains. Répression des opposants, crise économique, sociale et humanitaire. Comment cet ancien chauffeur de bus a-t-il réussi à se maintenir au pouvoir ? Pour mieux comprendre la situation sur place, j'ai parlé avec Patrick Faure, le directeur du bureau de l'AFP à Caracas. Sur le fil. Dans ce dessin animé de propagande, Nicolás Maduro est présenté en super moustache, un super-héros indestructible. Le président défend le pays contre les monstres et les méchants, c'est-à-dire les États-Unis ou les opposants saboteurs, comme il les surnomme. Dans ses discours, Nicolás Maduro sait tenir la foule en haleine, avec des parenthèses personnelles et des blagues. Edmundo, t'es là? Comme j'attends son arrivée, je suis un peu nerveux. Ici, il plaisante lors de sa cérémonie d'investiture sur la présence dans la salle d'Edmundo González Urrutia. Le candidat de l'opposition, un ancien diplomate exilé à Madrid, revendique la victoire à la présidentielle de juillet avec plus de 67% des voix. Les procès-verbaux des bureaux de vote n'ont jamais été publiés, comme le prévoit la loi. La raison officielle invoquée est un piratage informatique. Mais peu d'observateurs jugent l'hypothèse crédible. Edmundo González Urrutia, l'ancien ambassadeur qui représentait l'opposition et qui, selon eux, a gagné et qui est reconnu comme président élu par les États-Unis, par exemple, ou beaucoup de pays latino-américains. Lui, il est à l'étranger. Il était en attente en République dominicaine pour venir, pour prêter serment. Il a dit qu'il était toujours prêt à venir et qu'il viendrait au moment opportun. On ne sait pas si ça peut arriver ou non. L'opposition va continuer son action à l'étranger et à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, la principale opposante a été arrêtée à la veille de l'investiture du président contesté, avant d'être relâchée. Le Venezuela a décidé, le Venezuela est libre. Le régime est terminé. Maria Corina Machado, la chef de l'opposition qui avait gagné les primaires et qui n'a pas pu se présenter, elle reste au pays. Elle vit probablement dans une ambassade et elle espère pouvoir continuer l'opposition ici et que les choses s'améliorent pour l'opposition et peut-être prendre le pouvoir. Ses options sont limitées vu que c'est dur de mobiliser les gens et de faire descendre les gens dans la rue, mais elle dit qu'elle restera ici tant que la lutte le nécessite, selon ses termes à elle. Entre 7 et 8 millions de personnes ont quitté le pays ces dernières années. Au Chili, en Colombie, en Argentine ou encore au Mexique, les exilés dénoncent une dictature. Je veux la liberté pour mon pays. Je veux rentrer. Je veux être avec ma famille et les retrouver. Je ne peux pas parler à mes proches au Venezuela parce qu'ils ont peur de dire quoi que ce soit sur WhatsApp et d'être pris pour cible. Car à Caracas et dans le reste du pays, manifester est dangereux. Nicolás Maduro menace les opposants et ne s'en cache pas. Nous les attraperons les uns après les autres et il n'y aura pas de pardon cette fois-ci. Je vous le dis, il n'y aura pas de pardon. Les manifestations du 29 au lendemain de l'élection de Maduro et de la proclamation de sa victoire ont été réprimées de manière sanglante. Il y a eu 28 morts, 200 blessés, une vague d'arrestations avec 2400 personnes arrêtées dans les 2-3 jours ou dans la semaine qui ont suivi, plus des arrestations qui continuent encore aujourd'hui. Il y en a une trentaine déjà selon une ONG là, ce mois-ci. Donc, qui fait que les gens ont peur. Donc c'est dur de mobiliser, de faire venir, de sortir des gens dans la rue alors qu'il y a une peur de mourir ou une peur d'être arrêté.
Pour se maintenir au pouvoir, le président peut encore compter sur le soutien d'une partie de la population. Le pouvoir a toujours sa base électorale traditionnelle, c'est-à-dire des gens de gauche, pauvres, qui vivent grâce au pouvoir, avec les bourses, les sacs d'alimentation, les claps on appelle ça, qui croient encore à la révolution et qui croient encore que le pays est dans une situation économique désastreuse à cause de sanctions américaines. Donc tous ces gens-là continuent, je pense, de soutenir le pouvoir. Mais le cœur du système Maduro, c'est l'armée. Salaire plus élevé que la moyenne, essence gratuite, les militaires sont chouchoutés. L'armée qui contrôle une quinzaine de ministères sur la trentaine. Par exemple, on leur autorise à ouvrir des magasins, à avoir des entreprises. Souvent, alors c'est pas forcément vérifiable, mais on dit qu'ils ne payent pas trop d'impôts. Donc l'armée est très fidèle au pouvoir et participe au maintien de l'ordre et à la répression. La répression des manifestations est aussi organisée par les collectivos. Au service du pouvoir socialiste, ces miliciens sont souvent qualifiés de violents, même s'ils s'en défendent. Nous ne voulons pas que les gens aient peur de nous, mais si nous devons être violents, il est évident que nous le serons. Car si vous me frappez, je vous frapperai. Si tu veux nous faire du mal, je ne me laisserai pas faire. Sur l'un des murs du bâtiment des collectivos, au centre de Caracas, des peintures murales de Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ces miliciens ont joué un rôle important dans la répression des manifestations peu après l'annonce en juillet de la victoire de Nicolás Maduro à la présidentielle. Tout en déjouant des complots, réels et imaginaires, le président vénézuélien a réussi à survivre aux sanctions internationales, à des scandales de corruption de plusieurs milliards de dollars et à une crise économique sans précédent. Pour les gens qui sont proches du pouvoir et qui vivent dans ce qu'on appelle la bulle, pas de problème, ils vivent de l'argent de l'État ou d'entreprises privées. Par contre, la majorité de la population, elle tire la langue au niveau de la vie quotidienne parce que tout est en dollars. C'est pour ça qu'il y a ces dons de l'État aux populations les plus pauvres avec des sacs de nourriture où dedans il y a, selon les quartiers, selon la conjoncture, de la farine, des pâtes, de l'huile, du lait, et les éléments de première nécessité, mais ça ne règle pas le problème général de la pauvreté. Par exemple, quand vous allez dans une administration, souvent il y a 5 ou 6 ascenseurs, et puis il n'y en a qu'un qui marche, donc il y a la queue pour accéder aux étages. L'île de Margarita est le symbole de la décadence économique du pays. La première destination touristique du Venezuela est devenu un désert abandonné. Des hôtels gigantesques qui sont complètement à l'abandon, avec 15 étages, ils sont abandonnés, et que l'immeuble s'écroule pas, mais on voit qu'il n'y a plus personne qui l'habite depuis des mois et des mois. Il y a encore des hôtels qui vivent avec de la clientèle russe, avec des charters russes. Il y a des avions qui arrivent directement de Moscou, les Russes viennent dans ces hôtels où tout est compris, donc ils sortent pas trop de l'hôtel, sauf pour aller à la plage. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais les revenus de la production de l'or noir ont chuté de 80% entre 2013 et 2023. La faute aux sanctions internationales et au délabrement des infrastructures. Le pays vend son pétrole à prix cassé sur les marchés parallèles, notamment à la Russie, l'Iran et la Chine, les alliés traditionnels de Caracas. Les revenus pétroliers plus l'armée font qu'il a un système qui est bien en place. Évidemment, s'il n'y avait pas de sanctions, il vivrait beaucoup mieux et il y aurait peut-être une reprise économique parce que le pétrole pourrait être vendu à prix beaucoup plus élevé et ils auraient accès au marché financier pour pouvoir relancer la machine. Donc les sanctions leur font du mal, mais ils sont habitués à vivre avec, donc ils ont un flot d'argent qui rentre avec ce pétrole, avec aussi, on le dit moins, mais parce que c'est plus opaque, mais il y a une production d'or qui sort du pays dont on ne sait pas trop comment et qui est aussi contrôlée pour partie par l'armée, même s'il y a beaucoup de contrebande. Le premier mandat de Donald Trump a été marqué par un blocus imposé au Venezuela, une politique hostile pour tenter de le chasser du pouvoir. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait conduit Joe Biden à assouplir ses sanctions fin 2023 en raison des tensions sur le marché pétrolier. Trump s'est bien gardé de dire ce qu'il allait faire sur le Venezuela. Il a nommé des gens qui sont spécialistes de l'Amérique latine à des postes clés, notamment Rubio
au département d'État. Donc ici, dans l'opposition, ça suscite beaucoup d'espérance. Au niveau national, je pense qu'on va assister à un durcissement du régime avec des nouvelles lois. Ils ont déjà voté des lois antifascistes, des lois anti-ONG. Petit à petit, l'État va avoir de plus en plus de pouvoir et il y aura de moins en moins de liberté individuelle. Je pense qu'à court terme, le pouvoir est bien en place. Avant de voir des changements de fond, il faudra attendre plusieurs mois ou années. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Charlotte Wang. Sur le fil revient demain.